Imaginez, vous pouvez voir le futur. Et vous êtes terrorisé par ce que vous voyez. Comment réagissez-vous? Vous vous tournez vers qui? Les hommes politiques? Les grands industriels? Et comment les convaincre? Avec des données, des chiffres? Bonne chance. Les seuls chiffres qu'ils ne contestent pas sont ceux qui alimentent la pompe à dollars et les rouages du système. Mais maintenant, imaginez qu'il soit devenu possible de supprimer les intermédiaires et d'implanter directement l'idée du désastre annoncé dans le cerveau des gens. La probabilité de l'anéantissement général ne cessait pas de progresser. La seule façon de l'empêcher, c'était de le montrer, pour provoquer un sursaut salutaire. Car enfin, quel être humain normalement constitué ne se sentirait pas mobilisé à l'idée que tout ce à quoi il tient tant dans la vie va disparaître? Pour sauver la civilisation, j'allais montrer son anéantissement. Et comment croyez-vous que les gens aient réagi à une telle perspective? Comment se sont-ils comportés à l'annonce de l'imminence du désastre? Ils l'ont gobé comme un éclair au chocolat. Loin de redouter leur propre faim, ils l'ont recyclé. Ils s'en repaissent dans les jeux vidéo, les émissions de télé, les livres, les films. Résultat, soudain, le monde entier vénère l'apocalypse et se rue dans les bras du néant avec une joyeuse inconscience. Et pendant ce temps-là, votre terre commence à pourrir sous vos yeux. Et les gens à mourir simultanément, les uns d'obésité, les autres de faim. Si quelqu'un est capable de m'expliquer ça, ça m'intéresse. Les papillons et les abeilles disparaissent, les glaciers fondent, les algues prolifèrent, partout les signaux sont au rouge, le canari meurt au fond de la mine, et malgré cela, personne sur Terre ne réagit. Pourtant, à tout moment, il est possible d'œuvrer pour un avenir meilleur, mais personne ne veut plus y croire. Et comme personne ne veut plus y croire, personne ne fait rien et le cauchemar devient réalité. Alors vous ronchonnez contre cet affreux futur et vous vous installez dans la catastrophe. Et cela pour une seule raison. Parce que ce futur n'exige rien de vous à l'heure qu'il est. Alors oui, nous avons vu l'iceberg. Nous avons alerté le Titanic. Mais vous avez continué à foncer droit dessus à pleine vapeur. Pourquoi? Parce que vous voulez couler. Vous avez baissé les bras. C'est pas la première fois qu'on s'interroge sur les temps de la fin et la fin des temps. L'autre fois où ça a eu vraiment une grande audience internationale avec beaucoup de livres et beaucoup de ces moments dans les années 50 autour de l'idée d'une guerre nucléaire et d'un hiver nucléaire. Ça a forgé des imaginaires d'ailleurs Oui. littéraires, romanesques. Je pense à l'œuvre d'un romancier très important qui est Martin Amis qui a écrit notamment Einstein Monsters, mais un certain nombre de livres sont hantés par cette apocalypse nucléaire parce qu'enfant il a grandi dans chose qu'on a oublié. On a oublié, On a tout à fait oublié. Et peut-être qu'on a moins vécu, moins intensément en France qu'aux États-Unis où des gens se faisaient construire des abris atomiques. En France, on l'a vécu pendant la crise des fusées. Mes parents se rappelaient de la crise des fusées. Aux États-Unis, ça a été beaucoup plus direct et beaucoup plus intense puisqu'ils étaient des cibles. Donc il y a toute cette idée que l'angoisse devrait mobiliser, qui est née à cette époque. Donc j'essaie justement de m'en prendre à ce motif que l'angoisse devrait mobiliser. Je pense qu'au contraire, l'angoisse est un des facteurs de paralysie. C'est difficile à penser et quand on essaie de le penser, on fait rien, on préfère s'enfuir la tête dans le sable. Plus encore que l'angoisse, qui peut être un facteur de paralysie, Pierre-Henri Castel, c'est le devoir d'angoisse. Parce que oui. C'est très juste ce que vous dites. En fait, ça a été construit comme une obligation métaphysique. C'est-à-dire qu'on devrait, comme ça, s'inquiéter on devrait s'inquiéter pour l'avenir de l'espèce humaine. Tout ça a été fabriqué par des métaphysiciens allemands, si j'ose dire. C'est-à-dire par des gens qui pensent vraiment que l'angoisse rassemble, réunit, reconstruit, est un facteur d'authenticité et d'action. Donc je m'en prends beaucoup à ça. Et puis j'introduis un autre facteur qui est d'une certaine manière apparemment, j'espère que c'est apparemment trivial, c'est qu'il ne faut pas non plus négliger la possibilité de la malfaisance pure et simple. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui savent très bien ce qui va se passer et qui utilisent les structures inégalitaires du monde dans lequel nous vivons pour profiter, eux, leur famille et leurs descendants, des dernières richesses et beautés du monde, en sachant très bien que ça ne durera pas. Et éventuellement en nourrissant le rêve d'aller habiter sur Mars, c'est ces fameux milliardaires dont parle Bruno Latour dans son dernier livre. Qui est très à la mode chez les milliardaires de la Silicon Valley, n'est-ce pas, la fuite en Nouvelle-Zélande.
Et ça, c'est quand même c'est des phénomènes un peu grotesques, si j'ose dire, parce que on ne sait même pas s'il y avait une guerre atomique, si les gens iraient en Nouvelle-Zélande. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un esprit comme ça de conscience chez des gens très bien informés qui financent des savants menteurs. C'est quand même un truc extraordinaire. Dont une famille de milliardaires auxquels je fais allusion à la fin, qui ont des casseroles gigantesques qui leur traînent aux pieds et qui, dans toute impunité, ont pu comme ça financer des campagnes de mensonges scientifiques sur l'effet de la pollution des hydrocarbures dont ils sont des manias. Alors je voudrais qu'on revienne sur les prémices de votre réflexion dans cet essai, Pierre-Henri Castel, qui est un texte vraiment, vraiment très très fort, qui frappe par une forme de lucidité à l'égard de la situation dans laquelle nous nous trouvons désormais. Et ces prémices, c'est d'une part que la fin du monde est inéluctable. Alors, pas la fin du monde au sens où les astrophysiciens nous expliquent depuis déjà fort longtemps, et nous l'avons tous intégré, compris, et on vit avec sans problème qu'un jour le soleil explosera et que tout ça disparaîtra, parce que l'horizon est tellement lointain qu'il n'est pas compréhensible véritablement par nous. Non, vous parlez d'une fin du monde inéluctable dans une temporalité historique. Et vous ouvrez même le livre là-dessus en disant, au fond, il se passera probablement moins de temps entre ma mort et la fin du monde que entre la naissance de Christophe Colomb et ma mort. Ce que ça veut dire, mettre les choses dans un horizon historique, ça veut dire que les derniers hommes nous ressembleront. C'est-à-dire qu'il y a de la même manière qu'il y a quelque chose qui ressemble entre ce que nous sommes aujourd'hui et puis ce qu'on peut projeter, par exemple, sur ce qui s'est passé il y a 400 ou 500 ans. C'est pas des martiens, c'est pas des êtres faits d'une toute autre manière, et que les derniers hommes pourront éventuellement considérer que ce qui leur arrive, les germes, les racines ont été plantés par les générations précédentes en remontant jusqu'à nous. Ce qui me paraît central, c'est l'idée que s'il y a un temps historique avant la fin des temps, ça veut dire aussi qu'il y a donc très peu de temps pour être heureux et faire les choses qui accomplissent véritablement nos finalités. Il n'y a pas un temps infini. Il n'y a pas à attendre comme ça, avec la hâte qui est celle qui peut précipiter le mal en accélérant l'exploitation et la destruction de la planète. La hâte a aussi une fonction mobilisatrice dans le sens où elle peut pousser chacun d'entre nous à réfléchir à ce que peut être dès maintenant et pour la génération d'après un monde meilleur. Même si à l'horizon, l'annihilation de l'humanité est à mon avis absolument certaine. Hein. C'est pas parce qu'on va changer de mode de production qu'on va sortir par exemple tous les engrais azotés qu'on a mis dans le sol, avec les conséquences chimiques que ça a sur la modification de l'atmosphère, le cycle du méthane, enfin toutes les choses que nous racontent les savants, et ça va pas reconstituer toutes les espèces que nous avons détruites. Mais néanmoins, c'est une modification du rapport immédiat et présent à ce qui doit et ce qui peut être fait en hâte. En hâte, alors peut-être il faut préciser cette historicité, ce temps dont vous parlez, parce que c'est pas non plus le discours qui consiste à dire la catastrophe va frapper de plein fouet nos enfants ou nos petits-enfants. C'est pas demain. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est demain, c'est comme une météorite qui nous tomberait dessus, ça on n'y peut rien. Pour qu'on puisse y réfléchir, c'est-à-dire pour que ça ait du sens simplement de faire une réflexion philosophique sur ces choses-là, il faut un certain temps. Et c'est dans ce certain temps que la notion de hâte prend sens. C'est-à-dire que si vous considérez que la fin du monde, c'est demain et que nous sommes la dernière génération, ce qui est possible, il suffit, comme on dit, une météorite nous tombe dessus et c'est la fin des haricots. Mais si vous vous donnez une perspective de plusieurs siècles, alors il y a à penser. Il y a quelque chose à penser. Il y a des considérations qui sont celles qui m'importent d'un point de vue de moraliste, d'abord, sur le bien, le mal, la valeur, le sens de l'existence, qui peuvent être déployés. Et d'ailleurs, dans les livres catastrophistes ou collapsologiques que je cite, je fais vraiment une différence entre ceux qui annoncent le désastre pour dans 30 ans et ceux qui l'annoncent sur une période de plusieurs siècles, parce que dans ce cas, on voit des transformations. On peut imaginer de manière plausible des transformations politiques, sociales, scientifiques et qui nous mettent des choix sous les yeux. Si c'est trop court, il n'y a pas de choix et donc c'est même pas la peine d'écrire le bouquin.
Il y a une des hypothèses que je soulève, et qui, à mon avis, c'est celle à laquelle je rapporte la différence qu'il y aurait entre vivre la fin des temps et vivre les temps de la fin. C'est, pour moi, il y a un critère que je propose comme ça à la discussion. Je suis tout à fait prêt à rétracter si on me dit que je me trompe. Il y a un critère, c'est le moment où, devant le désastre, les catastrophes, les guerres, les famines, et de toute façon l'émergence de régimes de plus en plus autoritaires pour confisquer au profit de quelques-uns les dernières ressources, c'est le moment où, au lieu simplement de subir le mal, on va trouver une jouissance particulière à l'exercer. Je me suis beaucoup intéressé à Sade, et je trouve qu'il y a dans Sade un certain nombre d'intuitions qu'on ne peut pas négliger sur le fait que l'exercice de la terreur, l'accroissement des inégalités, l'oppression, le fait de traiter les autres comme des objets de jouissance, peuvent être des jouissances qui sont tout à fait présentes, réelles, absolument disponibles comme ressource morale, et un petit peu comme si cette jouissance du mal pouvait être pour les derniers hommes la dernière façon dont ils peuvent éprouver les sentiments de la vie. Et donc je crois on ne peut pas oublier que des États, des corps politiques, des sociétés entières peuvent être organisées autour de quelque chose comme la volonté d'un mal absolu. Le monde profondément inégal dans lequel nous vivons, on sous-estime le poids de la malfaisance. C'est-à-dire, je projette dans un avenir lointain, le moment où comme ça, les derniers hommes, on pourrait mettre des majuscules, parce que ce sont un peu des créatures mythiques. Les derniers hommes pourraient, comme ça, comme dans certains romans de science-fiction post-apocalyptiques, qui sont un peu des ressources d'intuition, des pompes à intuition, pour ce que je suis en train de raconter, comme dans The Road, par exemple, de Cormac McCarthy, on voit très bien cette jouissance qui est prise à faire le mal. Mais l'idée intéressante, c'est de dire, mais ça a peut-être déjà commencé, et que c'est pas juste de la bêtise, de l'ignorance ou de l'apathie, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont très bien compris et qui jouent au jeu de la fin du monde avec un coup d'avance. Et c'est cela que j'essaie de désigner. Voilà. Et évidemment, puisque vous m'interrogiez sur le bien tout à l'heure, c'est une question de cohérence. Si on parle de ce mal qui vient comme un mal qui a une couleur un peu sadienne, parce qu'au fond, c'est avec les instruments du bord qu'on essaie d'imaginer ce mal-là, cette jouissance à faire le mal, alors quel est le bien qui vient en opposition à ce mal? Et quel est effectivement déjà pour nous, de la même manière, notre rapport au bien, à la valeur de l'existence. Comment le construire? Comment le construire, au moins intellectuellement. C'est pour ça que c'est un travail de moraliste. C'est pas, j'ai aucune espèce de prétention à dire des vérités sociales ou politiques à cet égard. C'est un pur travail de moraliste, de philosophe qui s'intéresse à la vie morale. Comment on peut construire un bien qui d'ores et déjà serait un bien capable de faire pièce d'être à opposé, ce mal-là, de s'y opposer. Et alors? Alors, c'est un bien qui n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme de la part des gens qui m'en ont parlé, parce que c'est un bien qui, évidemment, est un bien qui a besoin comme je dis, de griffes et de crocs. Ce n'est pas. C'est-à-dire que vous dites gentil, c'est un bien qui ne sera pas perçu comme un bien par tout le monde. Voilà, c'est un bien parce qu'effectivement, c'est pas un bien qui va se justifier à la fin des temps par le fait qu'il y aura une sorte de jugement dernier. L'histoire ne jugera pas puisque l'histoire s'arrêtera. Nos descendants ne jugeront pas puisque nos descendants qui avaient raison, qui avaient tort, qui étaient dans la justice et qui ne l'étaient pas, puisque justement l'hypothèse de base, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc c'est un bien qui est un bien sans lendemain. C'est essayer de construire un bien qui ne se justifierait pas par quoi que ce soit comme un jugement dernier ou la réalisation d'une essence de l'homme ou des choses de ce genre. Et je vais en chercher d'ailleurs quelques prémices chez Nietzsche. Et là, je dois dire qu'on m'a fait quand même une remarque piquante. On voit bien quand on écrit ça que tout le monde ne va pas le prendre de la même manière. J'ai une collègue, Julia Christ, qui est d'origine allemande, qui est philosophe et qui me faisait remarquer que quand on est un Allemand et qu'on lit ça, on a quand même une impression que c'est une apologie de ce qu'il y a de plus inquiétant chez Nietzsche, c'est-à-dire l'idée de la brute blonde, de l'homme, qui sort. On a du mal à voir la différence entre cet homme de bien auquel je pense
est quelque chose qui est une sorte de nazi en réalité, et que il y a quelque chose de, effectivement, puisque c'est quelqu'un qui va se battre, c'est quelqu'un qui va déployer une certaine forme de violence. Alors c'est très important de la marquer, cette différence. C'est très important, oui. Et cette violence, elle est inquiétante parce qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la violence qu'on subit de la part de ceux qui accélèrent la catastrophe. Se battre contre eux, ça n'est pas quelque chose où on va simplement invoquer les droits supérieurs de la morale, rappeler les gens, etc. Et que ça, c'est une difficulté, oui. Mais vous voulez dire qu'au fond, pour mettre à mal ce mal, en quelque sorte, et tous ceux qui ont un coup d'avance, il va falloir recourir à la violence, entrer en guerre contre... Oui. Je pense, il y a une notion que je n'ai pas élaborée, mais auquel je réfléchis beaucoup en ce moment. Vous savez qu'il y a la désobéissance civile. Et des gens, notamment comme Tienne Balibar, ont rappelé qu'en fait, ce qu'il faut vraiment traduire, c'est pas désobéissance civile, c'est désobéissance civique. C'est civique de désobéir dans un certain nombre de cas, ça protège la communauté, le lien social, etc. Moi, je ne suis pas loin de penser que le genre de violence auquel je pense, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous menace de la guerre civile, c'est quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la guerre civique. C'est-à-dire qu'il y a des gestes collectifs, qui ne peuvent pas être des gestes privés, des gestes collectifs, qui sont rendus nécessaires et pour lesquels je crois que la hâte à en prendre conscience est tout à fait essentielle et l'imagination à y montrer aussi. And when we grow, remember we walk. And when we grow, remember we walk. I died a minute, but I'm okay now. Just time for freedom to grow. Just time for freedom to grow. And if we let it be, then let it be our own